Pour faire un arc-en-ciel, comme chacun sait, il faut de la pluie et du soleil. Alors moi, pour recréer un arc-en-ciel dans mon salon, et vous pouvez faire la même chose dans votre salon ou dans votre chambre, j'ai remplacé la pluie et ses gouttes d'eau par une assiette creuse, une assiette à soupe remplie d'eau. Pour remplacer le soleil, j'ai cette lampe torche assez puissante et directive. La lumière d'un smartphone fait très bien l'affaire, à condition de ne pas le faire tomber dans l'assiette. Et puis je vais éclairer le fond de mon assiette remplie d'eau avec cette lampe torche et je vais regarder ce qui se passe pour la lumière qui traverse l'assiette et je veux la faire ressortir. Pour ça, je vais avoir besoin d'un petit miroir, n'importe quel petit miroir fait l'affaire. S'il a un petit support, c'est encore mieux, sinon vous débrouillez pour le bloquer à peu près à 45 degrés. Et on va regarder ce qui se passe pour la lumière qui ressort de ce petit système et va se projeter par exemple sur le mur qui est derrière moi. Je vais juste supprimer les autres sources de lumière que ma lampe torche. Et voilà, vous noterez le magnifique effet spécial. Alors là, j'ai accroché la lampe torche à un support de manière à être libre de mes mouvements et pouvoir maintenir l'appareil photo qui me sert de caméra. Mais vous pouvez maintenir votre lampe torche ou votre smartphone qui sert de lampe torche à la main, de manière à chercher la bonne inclinaison qui permet d'obtenir une direction de la lumière qui traverse l'eau, se reflète dans le miroir pour ensuite être réfléchi et projeté sur votre mur ou votre plafond. Et on obtient ce magnifique arc-en-ciel. Alors si on s'en approche, on retrouve bien les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Alors on dit souvent 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on dit violet, bleu, turquoise, vert, jaune, orange, rouge. En réalité, ce sont des repères. Il y a une infinité de nuances de couleurs qui vont du violet au rouge, une infinité de nuances. Et une infinité de nuances, cela ne veut pas dire que cette infinité de nuances contient toutes les sensations de couleurs qu'a notre cerveau. Par exemple, il n'apparaît pas le rose, l'ocre, le marron et le blanc. Et pour cause, toutes ces couleurs que je viens de nommer, et la plupart des couleurs que nous voyons autour de nous d'ailleurs, correspondent à des mélanges de ces radiations de l'arc-en-ciel, des mélanges extrêmement complexes, le blanc étant le mélange de l'ensemble de toutes ces radiations. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment à partir du soleil et de la pluie, on obtient un arc-en-ciel? La réponse, elle n'est pas du tout immédiate, hein. Elle demande de comprendre tout un tas de propriétés de la lumière, en particulier des propriétés sur sa propagation. Oui, parce que pour commencer, il ne faut pas oublier, il faut bien avoir à l'esprit que lorsqu'on observe, qu'on cherche des yeux, qu'on jette un œil, en réalité, c'est de l'objet que l'on observe que nous provient de la lumière qui vient jusqu'à notre œil. Alors, l'homme avait déjà compris depuis longtemps que l'arc-en-ciel, c'était pas un objet matériel, quelque chose de palpable, mais c'était issu d'un effet d'optique, le résultat de finalement l'interaction entre la lumière du soleil et les nuages. Mais il a fallu attendre le XIIIe siècle pour que l'on comprenne déjà que l'arc-en-ciel correspondait à la réflexion de la lumière du soleil par les gouttes d'eau, les gouttes de la pluie. Alors cette lumière, en passant, en arrivant dans des gouttes d'eau, elle pénètre dans ces gouttes d'eau et est réfléchie pour repartir après dans l'autre direction. Alors si on regarde vraiment ce qui se passe au niveau de sa propagation, d'abord dans un premier temps, en pénétrant dans l'eau, elle change de milieu, elle passe de l'air à l'eau, elle est une première fois déviée, on dit réfractée, ce phénomène s'appelle la réfraction, puis elle arrive à la surface opposée de la goutte d'eau, une partie de cette lumière est reflétée, réfléchie, comme dans un miroir, hein, pour repartir dans cette direction, et là à nouveau subit une nouvelle déviation, une nouvelle réfraction. Donc finalement il y a réfraction, réflexion, réfraction. Vous voyez que c'est un ensemble de phénomènes assez complexes. Et c'est René Descartes, au début du XVIIe siècle, qui va finir d'expliquer assez correctement et précisément l'ensemble de ce trajet lumineux. Alors, on remarquera comme quelque chose d'étrange, c'est qu'au cours de ces deux réfractions-là, eh bien, les rayons lumineux ne prennent pas exactement la même direction, suivant qu'ils correspondent à des radiations rouges, vertes, bleues, violettes. Et du coup, à la sortie, eh bien, ces radiations partent dans des directions différentes. Alors, ça pose un problème, c'est que si quelqu'un situé ici, hein, symbolisé par cet œil, observe cette goutte d'eau, eh bien, de cette goutte d'eau ne lui parvient finalement, ici, dans ce cas-là, par exemple, dans cette situation, que le rayon violet. Alors, comment se fait-il que cet observateur va être en mesure de regarder et d'observer tout un arc-en-ciel avec toutes les couleurs? Il ne faut pas oublier que quand on regarde,
en direction de la pluie, on ne voit pas seulement une goutte d'eau, mais tout un rideau de pluie, tout un rideau de gouttes d'eau qui vont toutes émettre des radiations dans toutes les directions, et finalement certaines de ces radiations colorées vont parvenir à l'œil à peu près de cette manière pour reconstituer un arc-en-ciel. Alors là, j'ai exagéré un petit peu les différences de direction entre, par exemple, les rayons violets et les rayons rouges. Il y a beaucoup moins de différences que ça en réalité. Quand on observe un arc-en-ciel, l'épaisseur apparente de l'arc, ici, si on pouvait le mesurer avec un rapporteur, c'est pas plus de 2 degrés. Alors, si Descartes avait bien précisé la description du phénomène de déviation de ces rayons lumineux, tout le trajet et la propagation de cette lumière dans les gouttes d'eau, euh, par contre, il a fallu attendre 1666 pour donner une explication convaincante à la décomposition de la lumière blanche, par une goutte d'eau ou par un prisme ici, un prisme en verre. C'est la même chose, enfin c'est la même idée en tout cas. Comment expliquer que cette lumière blanche se décompose en différents rayons de couleur, qui ne sont pas déviés tous de la même manière? Ben, ça, c'est pas évident. L'idée courante à l'époque, c'était de dire que, euh, suivant un affaiblissement plus ou moins important de la lumière blanche, censée être homogène, eh bien, si elle était plus ou moins affaiblie, elle donnait une couleur plus ou moins intense, rouge étant considérée comme la couleur la moins affaiblie, et ça correspondait étrangement, et que ça coïncidait en tout cas, avec une traversée du prisme sur une partie moins épaisse. Et puis la partie violette correspondrait à un affaiblissement plus important, qui correspond à la traversée d'une épaisseur plus importante. Aristote, déjà 2000 ans plus tôt, avait un petit peu utilisé ce même type d'argument, et il expliquait comme ça, il interprétait que le haut de l'arc-en-ciel rouge, ça correspondait à la lumière du soleil qui avait moins traversé d'épaisseur de nuages, et puis le violet tout en bas de l'arc-en-ciel, ça correspondait à de la lumière qui avait été plus affaiblie, parce qu'ayant traversé une couche plus importante du nuage. Alors c'était pas bête du tout, mais, en 1666, un jeune savant de 23 ans, Newton va complètement remettre ses idées en question. Il va reprendre les expériences avec des prismes et des lentilles en verre, et il va avoir la bonne idée, par exemple, entre autres, d'isoler certaines de ces radiations issues d'un premier prisme, par exemple ici le rayon jaune, et de leur faire traverser un second prisme. Et là, il s'aperçoit que ces radiations, elles, ne se redécomposent pas, elles ne donnent pas naissance à d'autres couleurs, et elles restent finalement de la même couleur qu'elles étaient sorties du prisme. Eh bien, ça va lui permettre d'interpréter que finalement, ces différentes radiations, elles, sont homogènes, contrairement à la lumière blanche, qui est un mélange hétérogène, on dit une lumière polychromatique, contenant toutes ces radiations monochromatiques, elles, homogènes. Voilà pour l'essentiel de l'explication de l'arc-en-ciel, mais finalement, il a fallu attendre encore plus longtemps pour expliquer pourquoi, parmi ces radiations du rouge jusqu'au violet, pourquoi ces radiations n'étaient pas déviées de la même manière. Eh bien, c'est lié à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière n'est pas la même dans le verre et l'eau que dans l'air ou dans le vide, mais en plus, elle est très légèrement différente. Alors déjà, la lumière est ralentie quand elle traverse du verre ou de l'eau. Par exemple, dans l'eau, elle est ralentie d'environ 30%, mais elle est très légèrement ralentie, elle est légèrement ralentie davantage pour les rayons violets par rapport aux rayons rouges. Et ça va expliquer le fait que ces rayons ne vont pas se comporter pareil et être déviés légèrement différemment. Et grâce à ça nous permet d'obtenir et d'observer de merveilleux arcs-en-ciel.